Bonjour à tous, ça y est, c'est la rentrée. On attaque fort avec un sujet très important. Celui du changement de posture de l'US Navy et de l'armée américaine en général dans le Pacifique face à la Chine. Et vous allez voir que ce ne fait pas seulement quelques semaines ou quelques mois que les États-Unis changent de braquet dans le Pacifique, mais que cela vient s'inscrire dans un plan qui a déjà été lancé il y a plusieurs années, qui a pour état final recherché, eh bien de dissuader les Chinois d'envahir Taïwan. Pourquoi? Eh bien à cause de la première chaîne des îles dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, qui est tout simplement la première ligne de défense du continent américain, projetée quelques dizaines de kilomètres de la Chine continentale. Et spoiler alerte, Taïwan fait partie de cette première chaîne des îles. Et cette vidéo nous est rendue possible grâce à, vous l'avez peut-être repéré derrière dans la bibliothèque, notre partenaire Oli. Et vous avez dû remarquer, ces derniers temps, il fait chaud. Personnellement, je me suis remis au sport et l'hydratation, c'est important. Et c'est là que pour sortir du lit, on utilise Oli. Et oui, Oli, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'avoir 3 grandes gammes de produits qui sont d'un côté le Iced Tea. Si vous en avez marre de l'eau, qu'il vous faut du goût, eh ben vous prenez du Iced Tea, c'est sympa. Il y a plein de goûts différents. La gamme énergie, si vous voulez remplacer le café quand il fait chaud, c'est pas toujours agréable. Vous mettez du Oli, vous pouvez mettre des glaçons et ça vous donne de l'énergie qui en plus arrive de manière continue dans la matinée, c'est parfait. Et après le sport ou pendant le sport, la gamme, avec les petites haltères, la gamme sportive. Et la gamme sportive, elle est enrichie avec des vitamines et surtout les électrolytes pour vous aider à vous réhydrater. Rappelez-vous, hydratation égale danger et dans le sport égale également perte de performance. Dans le sport, mais pas que, intellectuellement aussi. À partir de là, vous avez ces formats en pot, ça permet, avec un pot, d'économiser 50 canettes, donc c'est mieux pour l'environnement. Vous avez pas de sucre, pas de taurine, les colorants sont naturels, et vous avez surtout plein de goûts différents. Alors moi j'aime bien la sour cherry, vous avez également la pineapple, vous avez la coconut, mais la petite sour cherry, moi j'aime bien perso. Toujours est-il, vous avez le lien juste en dessous, vous tapez AT et vous avez 10% de réduction afin de rester bien hydraté avec un goût agréable. C'est pas beau la vie? Allez, et vous remarquerez que j'ai ma gourde à l'arrière. Et oui, j'ai 2 gourdes, c'est ça la classe. Allez, jingle. L'ACE, un AS, normalement il faut plusieurs victoires aériennes, et bien ce concept d'emploi agile du combattant et de l'armement, c'est la nouvelle doctrine dans le Pacifique. On pourrait voir un petit peu ça comme de la guérilla aéronautique. Nous en parlions pour l'Ukraine, avec les manœuvres très agiles de la part des Ukrainiens pour bouger leur flotte d'avions de chasse afin de ne pas se faire attaquer. Traditionnellement, les armées occidentales ont de grosses bases, des super bases, où vous avez toutes les unités. Par exemple, la Navy à Lemoore, en Californie. Et là, si vous attaquez cette base, si vous rayez cette base, les compétences, les capacités opérationnelles de l'armée vont être extrêmement impactées. Comme les États-Unis savent que les Chinois ont de nombreux drones, ont de nombreux satellites, ont de nombreuses têtes nucléaires, leur objectif est d'être beaucoup plus agile et donc de pouvoir projeter sur une multitude de terrains des unités ou des morceaux d'unités qu'on appelle des détachements avec un personnel à minima de manière à être le plus agile possible. Or, dans une époque ultra technologique, vous avez besoin, surtout les Américains, de beaucoup de soutien. Il y a donc une transformation en profondeur de l'US Air Force avec le personnel, ce qu'ils appellent le plan MCA, pour que le personnel devienne multi-capable airman. Si on veut faire très simple, rappelez-vous l'évolution des avions de chasse. Nous avions au début des avions monotâches et nous sommes allés vers les avions omnirôles. Les pilotes de combat étaient monomission. Mon père, par exemple, sur Mirage 3R faisait que de la photo. Sur Mirage 4A, que du bombardement nucléaire. Nous sommes allés vers des avions avec un peu plus de capacité. En super étendard, on faisait de l'attaque au sol, de l'air-mer, un tout petit peu d'air-air. Et après le Rafale, omnirôle, on fait une dizaine de missions. Les pilotes ont dû s'adapter. Maintenant, c'est au tour des autres aviateurs de devoir s'adapter également avec ce nouveau concept. Vous voyez ça comme l'évolution du taylorisme avec des mécaniciens et des aviateurs très spécialisés dans le soutien et les fonctions au sol monotâches vers quelque chose de beaucoup plus hétéroclite, ce qui est une grande transformation pour les Américains qui sont habitués à avoir énormément de soutien, et pour les armées de l'air de manière générale, où vous êtes souvent plus monotâche, il faut le dire,
que la marine. Pourquoi la marine? Parce que sur un bateau, il n'y a pas beaucoup de personnel, les gens doivent être de base beaucoup plus multimissions. Comparer la taille de l'aéronaval, comparer à la taille de l'armée de l'air, même en France, c'est vrai. Ce n'est pas du tout une critique, c'est juste des manières de fonctionner différentes. Et donc, il y a cette transformation pour gagner en agilité, pour qu'un aviateur de l'US Air Force puisse maintenant faire une multitude de tâches, et donc de la formation, de l'investissement, et derrière, il faut retenir ce personnel, il faut lui donner envie de rester dans l'armée pour pouvoir amortir ses formations. Donc vous l'aurez compris, le premier plan du concept, c'est cette transformation vers du personnel multirôle pour pouvoir après être projeté partout et réussir à mettre en œuvre, non plus avec des escadres constituées, mais avec des petits détachements disséminés, cachés un petit peu partout, qui seraient beaucoup plus agiles, beaucoup plus durs à détecter. Et si vous faites repérer une base, vous la faites raser, eh bien votre pourcentage de capacité opérationnelle n'est pas autant impacté que si vous n'aviez qu'une seule méga base. Alors parlons des bases, justement. Regardez cette carte du Pacifique. Nous en avions parlé à l'époque où il y avait des soucis et des ponts aériens avec la Nouvelle-Calédonie. Le Pacifique, c'est gigantesque. Mais il y a des îles, beaucoup d'îles. Et les Américains sont déjà très présents. En fait, pour être très précis, ils sont jamais partis depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que vous avez des bases comme celle de Kadena au Japon, vous avez Anderson, très connu, à Guam, et depuis 2020, les États-Unis cherchent une multitude de nouvelles bases d'appui. Il y a des recherches du côté de Paolo, en Micronésie, dans les îles Marshall. Vous aviez dans le nord des Mariannes, Tinian, où il y aurait 2 nouvelles bases qui vont être installées, et c'est justement de là-bas que les B-29 partaient pour bombarder le Japon, quand même pas banal. Mais vous avez également des discussions avec le nord de l'Australie et 4 sites aux Philippines, nous en avions déjà parlé sur cette chaîne, dont quand même une juste au nord de Manille et une au nord-est du côté de Luzon qui va donner directement sur le sud de Taïwan. Autant vous dire que c'est une base importante. Du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a également des discussions pour de la base, mais également pourquoi pas du port, car il faut à la fois des bases, mais également des ports pour le soutien, pour le ravitaillement et pour le maintien en condition opérationnelle des navires de l'US Navy très présents dans la zone également. Donc l'objectif des Américains est de disposer d'une multitude de terrains sur lesquels ils peuvent projeter rapidement du monde, ou même si on écoute les dernières déclarations qui datent du printemps dernier, avoir en permanence sur place du personnel / des munitions / du kérosène, du pétrole et des armes. Et là, vous allez me dire, ça va coûter une fortune au budget américain qui, même s'il est gigantesque, ne peut pas se permettre d'augmenter de manière exponentielle son nombre de bases. Et c'est là où la nouvelle doctrine américaine s'appuie sur la très haute technologie. Elle s'appuie sur le concept de CCA. Alors ma génération de pilotes, un CCA, c'est un Carrier Control d'approche, c'est une approche guidée par radar sur le porte-avions. Pareil pour l'US Navy, mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est des collaborative combat aircraft. Pensez avion de chasse dronisé, capable de faire sa mission tout seul. Un avion de chasse sans pilote. Ça permettrait de réduire le prix de moitié, voire ne coûter que le quart d'un avion de chasse moderne. Vous vous retrouvez avec un budget entre 10 et 25 millions de dollars. Et le concept du Next Generation Air Dominance Fighter, de nouvelle génération d'avions de combat américains, lancé en 2014, ça serait d'avoir un chasseur pour 5 de ces drones. Forcément, ça vous fait penser au film Furtif. Tin Man confirms Talon 1. Jusque-là, vous allez me dire c'est intéressant, on a vu par exemple le Royal Wingman australien, le MQ-28, le Ghost-Bat, ces espèces d'aéronefs, ça pourrait être des censeurs, des tireurs, mais concrètement, qu'en est-il pour la doctrine dans le Pacifique? L'idée est la suivante. Les Américains se sont dit qu'un avion de combat coûte cher en termes de MCO, le maintien en condition opérationnelle. En français, votre avion doit voler pour l'entraînement des équipages et il faut donc, durant sa durée de vie, énormément de budget pour le maintenir en état et pour permettre les heures de vol et payer le pilote. Gros poste de dépense, vous en doutez bien. De plus, cela nécessite beaucoup de personnel d'entretien. On voit dans les avions modernes des fois qu'il faut 25 à 35 heures hommes. Donc par exemple, plus de 10 heures de travail pour 3 mécaniciens pour pouvoir faire 1 heure de vol. Et c'est là où les CCA viennent changer complètement la manière que l'on a de penser à la dissuasion militaire. Les Américains disent, un CCA, pourquoi le faire voler? On sait qu'il fonctionne, on le garde sur notre base, on lui fait peut-être faire, et j'ai bien dit peut-être, un vol par an, de temps en temps dans un grand exercice, mais il n'a pas besoin de voler beaucoup, puisque c'est un ordinateur. Bref, voyez ce CCA un peu comme un missile. Donc on vient avoir un stock de missiles, sauf qu'en fait c'est un vecteur de missile, un vecteur de senseur. Et là, l'idée est la suivante.
avec 1000 CCA, l'objectif annoncé en source ouverte par les Américains. Vous pouvez tout simplement doubler le volume de l'US Air Force. Le tout à un coût ridicule par rapport à celui de doubler votre volume avec des avions conventionnels. Et c'est ça, la doctrine américaine dans le Pacifique, c'est venir équiper une multitude de bases avec ces CCA, le pétrole, les munitions, de manière, si besoin, en un claquement de doigts, en quelques heures, à envoyer des centaines, si ce n'est des milliers d'aéronefs avec une capacité de mise en œuvre d'armement, de saturation face à un adversaire potentiel. Et ça, normalement, c'est ce qu'on appelle de la dissuasion conventionnelle. Ça empêche l'adversaire de passer à l'acte. Il se dit, en fait, non, il y a beaucoup trop de force en face, il y a beaucoup trop de volume. Je passe mon tour, je ne vais pas chercher le combat. L'histoire, avec un grand H, nous dira si cette doctrine va fonctionner ou pas. L'autre point intéressant, c'est celui des satellites. Car avec de très grandes distances à couvrir et toutes ces nouvelles technologies, il y a, et c'est annoncé encore une fois en source ouverte par les généraux américains, une course à la très longue portée. Vous connaissez le missile AIM-120, l'AMRAAM. On parle, nous en tant qu'utilisateurs, plutôt de longue portée, mais sur le texte, c'est de la moyenne portée. Vous êtes entre 100 et on va dire les nouvelles versions, 150, 170 km dans des cas parfaits sur le papier pour les guerres de PowerPoint. Mais il y a une nouvelle étape qui va venir être cherchée. En Europe, on connaît le Météor avec son statoréacteur qui porte beaucoup plus loin s'il est tiré à haute altitude en supersonique face à une cible également à haute altitude. Mais pour aller encore plus loin, la problématique va être tout simplement le guidage de la munition. Et c'est là où, en source ouverte encore une fois, les Chinois nous ont partagé des choses très intéressantes. Regardez ces images, elles sont sorties en juin 2024, même si elles dateraient apparemment de 2020. Alors j'utilise le conventionnel car il y a forcément beaucoup de propagande et beaucoup de manipulation avec la diffusion d'images comme ça, où les Chinois prétendent, une firme privée, Changwang, qu'avec leur satellite Jiling 1, ils ont réussi à suivre pendant plusieurs secondes, même avec des nuages, un F-22, l'avion furtif américain par excellence. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous sensibiliser à ce concept? Eh bien parce que le futur, surtout dans le Pacifique, ira vers des satellites pour acquérir un objectif et ensuite pour guider une munition qui aura un temps de vol extrêmement long. Et le pays de la Chine ou des États-Unis qui arrivera à accéder à cette technologie en premier aura, pendant quelques années, un avantage certain. Maintenant, d'un côté comme de l'autre, le volume devrait dissuader les deux protagonistes de passer à l'action. Mais pour ce qui est de prédire le futur, s'il y a bien une chose que ces dernières années nous ont appris, c'est qu'il faut être très prudent et profiter de chaque journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, je vais m'entraîner pour la prochaine course, et d'ici là, fly safe.